Donald Trump a réussi une sorte de miracle qui est d'arrêter la guerre de Gaza et d'obtenir la libération des otages. C'est une victoire qu'il doit à ses alliés du Moyen-Orient ou à ses alliés en Turquie, et c'est une victoire qui est relativement fragile. Eh bien, nous avons le plaisir d'être en ligne avec le docteur André Caspi. André, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Nous voulions, avec vous qui êtes historien et spécialiste des États-Unis, faire le point. On se parle d'ailleurs, alors que vous êtes aux États-Unis, faire le point sur euh, les derniers développements autour du dossier de Gaza et de la volonté de Donald Trump. On a un peu de mal ici en Israël. On dit que l'État d'Israël est devenu une sorte de pays vassal des États-Unis, que les Américains sont devenus les babysitters ou les babysitters des Israéliens parce que, eh bien, on les voit défiler. On a vu J.D. Vance, Marco Rubio, comme si, eh bien, Israël était sous l'emprise des États-Unis, alors que, par exemple, le discours de Donald Trump à la Knesset il y a pas plus que une dizaine de jours, eh bien, c'était un discours qui donnait le sentiment que Donald Trump donner une sorte de carte blanche à Israël, ou en tout cas soutenez fermement l'État d'Israël. Comment vous interprétez ces changements qui interviennent dans un si court laps de temps? Je crois que ce qu'il faut noter avant tout, c'est que Donald Trump a réussi une sorte de miracle qui est d'arrêter la guerre de Gaza et d'obtenir la libération des otages vivants, même si tous les otages morts n'ont pas encore été rendus complètement à l'État d'Israël. Mais cette victoire, il l'a obtenue grâce à l'appui des États arabes de la région et de la Turquie. C'est-à-dire qu'au fond, c'est une victoire qu'il doit à ses alliés du Moyen-Orient ou à ses alliés en Turquie, et c'est une victoire qui est relativement fragile. Donc, il me semble que pour Donald Trump, il faut tout faire pour conserver en somme le bénéfice de la victoire et éviter que qu'Israël, par des décisions qui pourraient être contestables, aille à l'encontre de ce résultat brillant obtenu par Donald Trump. Et parmi les dangers que Donald Trump décèle, je crois, il y a ce vote de la Knesset en faveur de l'annexion de la Galilée et qui Non, de constitue la en Judée-Samarie. ou de la Judée-Samarie, et qui constitue en somme pour les États-Unis une sorte de, de territoire qui n'est pas attribuable à l'État d'Israël si on veut que les États arabes continuent en somme de soutenir le processus de paix. Et d'autre part, l'un des objectifs de Donald Trump, c'est évidemment d'obtenir aussi que l'Arabie saoudite se joigne aux accords d'Abraham, et on sait bien que les Saoudiens ont considéré que l'annexion de la Judée-Samarie serait un obstacle décisif, déterminant, qui leur interdirait, en somme, de rejoindre les accords d'Abraham. C'est-à-dire qu'au fond, toute la construction que Donald Trump imagine pour cette région du monde repose sur un équilibre particulièrement fragile entre la volonté d'une grande partie des Israéliens, la volonté d'une grande partie des États musulmans, et je répète de la Turquie parce que la Turquie joue un rôle important. Tout cela, en somme, fait que Donald Trump est extrêmement attentif aux réactions de l'État d'Israël. Alors, rappelez-vous qu'au cours de son discours à la Knesset, il a conseillé au président de l'État d'Israël de gracier Netanyahou. Oui. C'est-à-dire qu'au fond, il considère que Netanyahou peut rester au pouvoir à condition que il ne fasse pas de démarche qui aille à l'encontre de ce que souhaitent les États-Unis pour cette région du monde. Mais alors justement, est-ce que lorsque l'on se retrouve dans cette situation, on a le sentiment qu'Israël est quelque part
pris dans un piège que lui a tendu d'une certaine manière, une sorte d'embuscade que lui aurait tendu Donald Trump, à savoir finalement comment la deuxième phase de l'accord, le désarmement du Hamas ou même, on va dire, l'éradication, mais ça semble peu probable, pourront se concrétiser dans une telle conjoncture. On a beaucoup de mal, surtout avec le poids de la Turquie, avec le poids du Qatar, qui semble être très dominant par rapport à, on va dire, Mhm. à l'Arabie saoudite et aux Émirats qui soutiennent plus ouvertement l'autorité palestinienne. Comment on fait pour neutraliser le pouvoir du Hamas dans la bande de Gaza? Ça, évidemment, c'est un problème particulièrement difficile, mais il est évident que pour l'instant, le pouvoir du Hamas dans la bande de Gaza a été limité, mais il n'a pas été anéanti. Ce qui veut Mhm. dire que le Hamas continue à tenir un rôle important, très important, dans les parties de la bande de Gaza euh, sur lesquelles il exerce son autorité. Ce qui veut donc dire que pour les Américains, tels que je vois les choses, la situation est extrêmement fragile et à n'importe quel moment, elle pourrait dégénérer dans un nouveau conflit armé, c'est-à-dire un nouveau conflit armé qui serait déclenché par le Hamas, auquel les Israéliens, bien entendu, riposteraient, et tout cela, en somme, ruinerait les efforts que Donald Trump a pu consentir pour rétablir quelque chose qui ressemble au calme, pour ne pas dire à la paix. En tout cas, lui a permis d'obtenir un résultat spectaculaire, car la libération des otages vivants a été saluée partout dans le monde comme une grande victoire de Donald Trump. Alors, la Turquie, lorsque vous en parlez, qu'est-ce que Donald Trump a pu promettre à la Turquie qui fait d'Ankara, d'une certaine manière, le pivot de cet accord ou de cet édifice que Trump essaye de construire? C'est-à-dire que la Turquie a reçu la promesse d'armements américains qu'elle voulait obtenir depuis déjà pas mal de temps. Et puis d'autre part, ça permet à la Turquie de tenir un rôle très important dans cette région du monde, notamment après avoir constaté que la Syrie n'était plus tout à fait dans son orbite et que par conséquent, elle avait à tenir à tenir un rôle un peu différent aujourd'hui de ce qu'elle avait précédemment. Mais il est évident que la Turquie tient une place très importante dans dans la solution de ce conflit, et c'est une place qui est plutôt favorable au Hamas qu'à Israël. Vous l'avez d'ailleurs noté vous-même. Et ce qui veut dire que pour Donald Trump, c'est un accord fragile qu'il a obtenu, et un accord qui ne devrait pas être menacé par des actions inconsidérées des uns ou des autres, mais Donald Trump peut surtout agir sur l'État d'Israël beaucoup plus que sur le Hamas. Donc ça veut dire que pour agir sur le Hamas, il a besoin de la Turquie et du Qatar. Et pour agir sur l'État d'Israël, eh bien, il envoie Witkoff, il envoie Kouchner, il envoie Rubio, il envoie Vance. C'est-à-dire qu'au fond, il a beaucoup plus la possibilité d'être maître des relations avec Israël qu'il n'a de relations avec le Hamas. Mais vous admettez que c'est exagéré de parler de 51e État des États-Unis ou de pays vassal. On n'est pas on est dans cette dimension-là. Vous pensez que aujourd'hui, pour avoir eu le mérite de libérer tous les otages, de mettre fin à la guerre, eh bien Donald Trump se dit, eh bien, malgré tout, il faut qu'il marche au pied de la lettre pour que les Israéliens respectent. C'est-à-dire que pour Donald Trump, il faut que les Israéliens ne commettent pas des erreurs, c'est-à-dire ne considèrent pas qu'ils sont en somme maîtres de la situation. Ils ne sont pas maîtres de la situation, parce que le véritable maître de la situation, c'est encore Donald Trump, mais c'est une position relativement fragile, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, parce que il a besoin de l'appui des États arabes de la région, il a besoin de l'appui de la Turquie, donc ça veut dire que il faut qu'il ménage
les différents interlocuteurs pour que la paix soit établie et qu'elle soit maintenue. Alors, une dernière question, André. Vous êtes aux États-Unis, on va en profiter peut-être pour avoir votre feedback. Donald Trump, autour du dossier de Gaza et d'autres dossiers, là, il est en Malaisie. Il est populaire aujourd'hui, plus qu'il ne l'était au moment de son élection. Ça dépend des journaux que l'on lit. Oui, Moi, je suis en train de lire le New York Times. Je peux vous assurer que Donald Trump n'est pas très populaire. oui, Et en particulier, une des grandes affaires qui occupent les Américains, c'est la destruction de l'aile est de la Maison Blanche que Donald Trump a décidé oui, par lui-même, sans consulter le Congrès, en rassemblant en somme les fonds nécessaires auprès des grandes entreprises. Et par conséquent, c'est une des affaires qui préoccupent les Américains. Mais il n'y a pas que celle-là, car il est évident que Donald Trump fait tout pour être présent sur le théâtre politique. Et puis il y a une autre préoccupation des Américains, c'est que le mardi 4 novembre, il oui, y aura des élections municipales dans les grandes villes, et en particulier à New York, où vous savez bien que oui, le candidat qui est en tête des sondages est un candidat qui se présente comme socialiste et démocrate, et surtout comme musulman, qui défend d'une certaine manière une position tout à fait opposée à celle de Donald Trump. Et puis alors, évidemment, si vous regardez la télévision américaine, les télévisions américaines, puisqu'il y a quand même oui, bien des chaînes, vous voyez que le shutdown, c'est-à-dire l'impossibilité de payer les employés fédéraux, est une préoccupation constante. Il y a même quelque chose qui m'a beaucoup choqué ou amusé suivant les cas, c'est que on voit une horloge au bas de l'écran qui indique combien de jours le shutdown dure, combien de minutes, combien de secondes. C'est-à-dire qu'au fond, on est là dans une sorte de, comment dire, de course contre le shutdown, c'est-à-dire contre la fermeture des crédits fédéraux, ce qui veut dire que, par exemple, les musées que je suis venu voir à Washington sont tous fermés, sauf le musée de l'Holocauste que nous avons visité hier, mais sinon, tous les autres grands musées le long du Mall, entre le Washington Monument et le Capitole, sont fermés. Et puis, on a l'impression, si vous oui. voulez, que l'administration fédérale est en repos total. En fait, vous voulez nous dire en fait que finalement les Américains ont d'autres préoccupations que celles du Proche-Orient, celles qui nous concernent plus directement. Comment voulez-vous qu'il ne se préoccupe que du Proche-Orient? Ouais, Alors évidemment, pour les Israéliens, voire pour les Européens, c'est une préoccupation importante. Pour les Israéliens, elle est majeure. Pour les Européens, elle est importante. C'est un peu différent. Il y a des nuances à ouais, établir. Mais pour les Américains, ce qu'on peut dire, c'est que la principale préoccupation aujourd'hui, c'est quand le shutdown finira-t-il? ouais. Voilà. Eh bien, André Casby, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions, de nous avoir éclairé un peu sur votre appréciation de la méthode Trump, on va dire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne continuation aux États-Unis. À bientôt. Au revoir. Merci. Au Merci. revoir.